Chapitre 33 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 33. Soubrette et maîtresse. Cependant, comme nous l'avons dit, malgré les cris de sa conscience et les sages conseils d'Athos, d'Artagnan devenait d'heure en heure plus amoureux de Milady. Aussi, ne manquait-il pas tous les jours d'aller lui faire une cour à laquelle l'aventureux Gascon était convaincu qu'elle ne pouvait, tôt ou tard, manquer de répondre. Un soir qu'il arrivait, le nez au vent, léger comme un homme qui attend une pluie d'or, il rencontra la soubrette sous la porte cochère. Mais cette fois, la jolie Ketty ne se contenta point de lui sourire en passant. Elle lui prit doucement la main. Bon, dit d'Artagnan, elle est chargée de quelque message pour moi de la part de sa maîtresse. Elle va m'assigner quelque rendez-vous qu'on n'aura pas osé me donner de vive voix. Et il regarda la belle enfant de l'air le plus vainqueur qu'il put prendre. Je voudrais bien vous dire deux mots, monsieur le chevalier, balbutia la soubrette. Parle, mon enfant, parle, dit d'Artagnan, j'écoute. Ici, impossible. Ce que j'ai à vous dire, c'est trop long et surtout trop secret. Eh bien, mais comment faire alors? Si monsieur le chevalier voulait me suivre, dit timidement Ketty. Où tu voudras, ma belle enfant. Alors venez. Et Ketty, qui n'avait point lâché la main de d'Artagnan, l'entraîna par un petit escalier sombre et tournant, et, après lui avoir fait monter une quinzaine de marches, ouvrit une porte. Entrez, monsieur le chevalier, dit-elle. Ici nous serons seuls et nous pourrons causer. Et quelle est donc cette chambre, ma belle enfant? Demanda d'Artagnan. C'est la mienne, monsieur le chevalier. Elle communique avec celle de ma maîtresse par cette porte. Mais soyez tranquille, elle ne pourra entendre ce que nous dirons. Jamais elle ne se couche qu'à minuit. D'Artagnan jeta un coup d'œil autour de lui. La petite chambre était charmante de goût et de propreté. Mais malgré lui, ses yeux se fixèrent sur cette porte que Ketty lui avait dit conduire à la chambre de Milady. Ketty devina ce qui se passait dans l'âme du jeune homme et poussa un soupir. Vous aimez donc bien ma maîtresse, monsieur le chevalier, dit-elle. Or, plus que je n'en puis dire, j'en suis fou. Ketty poussa un second soupir. Hélas, monsieur, dit-elle, c'est bien dommage. Et que diable vois-tu donc là de si fâcheux? Demanda d'Artagnan. C'est que monsieur, reprit Ketty, ma maîtresse ne vous aime pas du tout. Hein, fit d'Artagnan, t'aurait-elle chargé de me le dire? Oh non, pas monsieur, mais c'est moi qui, par intérêt pour vous, ai pris la résolution de vous en prévenir. Merci, ma bonne Ketty, mais de l'intention seulement, car la confidence, tu en conviendras, n'est point agréable. C'est-à-dire que vous ne croyez point à ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? On a toujours peine à croire de pareilles choses, ma belle enfant, ne fût-ce que par amour-propre. Donc, vous ne me croyez pas? J'avoue que jusqu'à ce que tu daignes me donner quelques preuves de ce que tu avances. Que dites-vous de celle-ci? Et Ketty tira de sa poitrine un petit billet. Pour moi, dit d'Artagnan, en s'emparant vivement de la lettre. Non, pour un autre. Pour un autre? Oui. Son nom, s'écria d'Artagnan. Voyez l'adresse. Monsieur le comte de Wardes. Le souvenir de la scène de Saint-Germain se présenta aussitôt à l'esprit du présomptueux Gascon. Par un mouvement rapide comme la pensée, il déchira l'enveloppe malgré le cri que poussa Ketty en voyant ce qu'il allait faire, ou plutôt ce qu'il faisait. Oh mon Dieu, monsieur le cavalier, dit-elle, que faites-vous? Moi, rien, dit d'Artagnan, et il lut. Vous n'avez pas répondu à mon premier billet. Êtes-vous donc souffrant? Ou bien auriez-vous oublié quels yeux vous me fîtes au bal de madame de Guise? Voici l'occasion, comte, ne la laissez pas échapper. D'Artagnan pâlit.
il était blessé dans son amour-propre, il se crut blessé dans son amour. Pauvre cher monsieur d'Artagnan, dit Ketty d'une voix pleine de compassion, et en serrant de nouveau la main du jeune homme. Tu me plains, bonne petite, dit d'Artagnan. Oh oui, de tout mon cœur, car je sais ce que c'est que l'amour, moi. Tu sais ce que c'est que l'amour, dit d'Artagnan, la regardant pour la première fois avec une certaine attention. Hélas, oui. Eh bien, au lieu de me plaindre alors, tu ferais bien mieux de m'aider à me venger de ta maîtresse. Et quelle sorte de vengeance voudriez-vous en tirer? Je voudrais triompher d'elle, supplanter mon rival. Je ne vous aiderai jamais à cela, monsieur le chevalier, dit vivement Ketty. Et pourquoi cela? Demanda d'Artagnan. Pour deux raisons. Lesquelles? La première, c'est que jamais ma maîtresse ne vous a aimé. Qu'en sais-tu? Vous l'avez blessée au cœur. Moi? En quoi puis-je l'avoir blessée, moi qui, depuis que je la connais, vis à ses pieds comme un esclave? Parle, je t'en prie. Je n'avouerai jamais cela qu'à l'homme qui lirait jusqu'au fond de mon âme. D'Artagnan regarda Ketty pour la seconde fois. La jeune fille était d'une fraîcheur et d'une beauté que bien des duchesses eussent achetées de leur couronne. Ketty, dit-il, je lirai jusqu'au fond de ton âme quand tu voudras, qu'à cela ne tienne, ma chère enfant. Et il lui donna un baiser, sous lequel la pauvre enfant devint rouge comme une cerise. Oh non, s'écria Ketty, vous ne m'aimez pas, c'est ma maîtresse que vous aimez, vous me l'avez dit tout à l'heure. Et cela t'empêche-t-il de me faire connaître la seconde raison? La seconde raison, monsieur le chevalier, reprit Ketty, enhardie par le baiser d'abord et ensuite par l'expression des yeux du jeune homme, c'est qu'en amour, chacun pour soi. Alors seulement, d'Artagnan se rappela les coups d'œil languissants de Ketty, ses rencontres dans l'antichambre, sur l'escalier, dans le corridor, ses frôlements de mains chaque fois qu'elle le rencontrait, et ses soupirs étouffés. Mais, absorbé par le désir de plaire à la grande dame, il avait dédaigné la soubrette. Qui chasse l'aigle ne s'inquiète point du passereau. Mais cette fois, notre Gascon vit d'un seul coup d'œil tout le parti qu'on pouvait tirer de cet amour que Ketty venait d'avouer d'une façon si naïve ou si effrontée. Interception des lettres adressées au comte de Wardes, intelligence dont la place, entrée à toute heure dans la chambre de Ketty, contiguë à celle de sa maîtresse. Le perfide, comme on le voit, sacrifiait déjà en idée la pauvre fille pour obtenir milady, de gré ou de force. Eh bien, dit-il à la jeune fille, veux-tu, ma chère Ketty, que je te donne une preuve de cet amour dont tu doutes? De quel amour? Demanda la jeune fille. De celui que je suis tout prêt à ressentir pour toi. Et quelle est cette preuve? Veux-tu que ce soir je passe avec toi le temps que je passe ordinairement avec ta maîtresse? Oh oui, dit Ketty en battant des mains, bien volontiers. Eh bien, ma chère enfant, dit d'Artagnan en s'établissant dans un fauteuil, viens ça que je te dise que tu es la plus jolie soubrette que j'aie jamais vue. Et il le lui dit tant et si bien que la pauvre enfant, qui ne demandait pas mieux que de le croire, le crut. Cependant, au grand étonnement de d'Artagnan, la jolie Ketty se défendait avec une certaine résolution. Le temps passe vite lorsqu'il se passe en attaque et en défense. Minuit sonna, et l'on entendit presque en même temps retentir la sonnette dans la chambre de milady. Grand Dieu, s'écria Ketty, voici ma maîtresse qui m'appelle. Partez, partez vite. D'Artagnan se leva, prit son chapeau comme s'il avait l'intention d'obéir, puis, ouvrant vivement la porte d'une grande armoire au lieu d'ouvrir celle de l'escalier, il se blottit dedans au milieu des robes et des peignoirs de milady. Que faites-vous donc? s'écria Ketty. D'Artagnan, qui d'avance avait pris la clef, s'enferma dans son armoire sans répondre. Eh bien, cria milady d'une voix aigre, dormez-vous donc, que vous ne venez pas quand je sonne? Et d'Artagnan entendit qu'on ouvrit violemment la porte de communication. Me voici, milady, me voici,
s'écria Ketty en s'élançant à la rencontre de sa maîtresse. Toutes deux rentrèrent dans la chambre à coucher, et comme la porte de communication resta ouverte, D'Artagnan put entendre quelque temps encore Milady gronder sa suivante. Puis enfin elle s'apaisa, et la conversation tomba sur lui, tandis que Ketty accommodait sa maîtresse. Eh bien, dit Milady, je n'ai pas vu notre Gascon ce soir. Comment, madame, dit Ketty, il n'est pas venu? Serait-il volage avant d'être heureux? Oh non, il faut qu'il ait été empêché par M. de Tréville ou par M. des Essarts. Je m'y connais, Ketty, et je le tiens, celui-là. Qu'en fera madame? Ce que j'en ferai. Sois tranquille, Ketty. Il y a entre cet homme et moi une chose qu'il ignore. Il a manqué de me faire perdre mon crédit près de son éminence. Oh, je m'en vengerai. Je croyais que madame l'aimait. Moi l'aimer, je le déteste. Un niais qui tient la vie de lord de Winter entre ses mains et qui ne le tue pas, et qui me fait perdre 300 000 livres de rente. C'est vrai, dit Ketty. Votre fils était le seul héritier de son oncle, et jusqu'à sa majorité, vous auriez eu la jouissance de sa fortune. D'Artagnan frissonna jusqu'à la moelle des os en entendant cette suave créature lui reprocher, avec cette voix stridente qu'elle avait tant de peine à cacher dans la conversation, de n'avoir pas tué un homme qu'il l'avait vu comblé d'amitié. Aussi, continua Milady, je me serais vengée sur lui-même, si je ne sais pourquoi le cardinal ne m'avait recommandé de le ménager. Oh oui, mais madame n'a point ménagé cette petite femme qu'il aimait. Oh, la mercière de la rue des Fossoyeurs! Est-ce qu'il n'a pas déjà oublié qu'elle existait? La belle vengeance, ma foi! Une sueur froide coulait sur le front de D'Artagnan. C'était donc un monstre que cette femme. Il se mit à écouter, mais malheureusement la toilette était finie. C'est bien, dit Milady. Rentrez chez vous, et demain tâchez enfin d'avoir une réponse à cette lettre que je vous ai donnée. Pour monsieur de Wardes? dit Ketty. Sans doute pour monsieur de Wardes. En voilà un, dit Ketty, qui m'a bien l'air d'être tout le contraire de ce pauvre monsieur d'Artagnan. Sortez, mademoiselle, dit Milady. Je n'aime pas les commentaires. D'Artagnan entendit la porte qui se refermait, puis le bruit de 2 verrous que mettait Milady afin de s'enfermer chez elle. De son côté, mais le plus doucement qu'elle put, Ketty donna à la serrure un tour de clef. D'Artagnan alors poussa la porte de l'armoire. « Oh, mon Dieu !» dit tout bas Ketty. « Qu'avez-vous? Et comme vous êtes pâle !»« L'abominable créature !» murmura D'Artagnan. « Silence, silence, sortez !» dit Ketty. « Il n'y a qu'une cloison entre ma chambre et celle de Milady. On entend de l'une tout ce qui se dit dans l'autre. »« C'est justement pour cela que je ne sortirai pas, » dit D'Artagnan. « Comment ?» fit Ketty en rougissant. « Ou du moins que je sortirai, plus tard. » Et il attira Ketty à lui. Il n'y avait plus moyen de résister. La résistance fait tant de bruit. Aussi Ketty céda. C'était un mouvement de vengeance contre Milady. D'Artagnan trouva qu'on avait raison de dire que la vengeance est le plaisir des dieux. Aussi, avec un peu de cœur, D'Artagnan se serait-il contenté de cette nouvelle conquête. Mais D'Artagnan n'avait que de l'ambition et de l'orgueil. Cependant, il faut le dire à sa louange, le premier emploi qu'il avait fait de son influence sur Ketty avait été d'essayer de savoir d'elle ce qu'était devenue Madame Bonacieux. Mais la pauvre fille jura sur le crucifix à D'Artagnan qu'elle l'ignorait complètement, sa maîtresse ne laissant jamais pénétrer que la moitié de ses secrets. Seulement, elle croyait pouvoir répondre qu'elle n'était pas morte. Quant à la cause qui avait manqué faire perdre à Milady son crédit près du cardinal, Ketty n'en savait pas davantage. Mais cette fois, D'Artagnan était plus avancé qu'elle. Comme il avait aperçu Milady sur un bâtiment consigné au moment où lui quittait l'Angleterre, il se douta qu'il était question cette fois des ferrets de diamants. Mais ce qu'il y avait de plus clair dans tout cela, c'est que la haine véritable, la haine profonde, la haine invétérée de Milady, lui venait de ce qu'il n'avait pas tué son beau-frère.
D'Artagnan retourna le lendemain chez Milady. Elle était de fort méchante humeur. D'Artagnan se douta que c'était le défaut de réponse de M. de Wardes qui l'agaçait ainsi. Ketty entra, mais Milady la reçut fort durement. Un coup d'œil qu'elle lança à D'Artagnan voulait dire: vous voyez ce que je souffre pour vous. Cependant, vers la fin de la soirée, la belle lionne s'adoucit. Elle écouta, en souriant, les doux propos de D'Artagnan. Elle lui donna même sa main à baiser. D'Artagnan sortit, ne sachant plus que penser. Mais comme c'était un garçon à qui on ne faisait pas facilement perdre la tête, tout en faisant sa cour à Milady, il avait bâti dans son esprit un petit plan. Il trouva Ketty à la porte, et comme la veille, il monta chez elle. Ketty avait été fort grondée. On l'avait accusée de négligence. Milady ne comprenait rien au silence du comte de Wardes, et elle lui avait ordonné d'entrer chez elle à 9 heures du matin pour y prendre une troisième lettre. D'Artagnan fit promettre à Ketty de lui apporter chez lui cette lettre le lendemain matin. La pauvre fille promit tout ce que voulut son amant. Elle était folle. Les choses se passèrent comme la veille. D'Artagnan s'enferma dans son armoire. Milady appela, fit sa toilette, renvoya Ketty et referma sa porte. Comme la veille, D'Artagnan ne rentra chez lui qu'à 5 heures du matin. À 11 heures, il vit arriver Ketty. Elle tenait à la main un nouveau billet de Milady. Cette fois, la pauvre enfant n'essaya même pas de le disputer à D'Artagnan. Elle le laissa faire. Elle appartenait corps et âme à son beau soldat. D'Artagnan ouvrit le billet et lut ce qui suit. Voilà la troisième fois que je vous écris pour vous dire que je vous aime. Prenez garde que je ne vous écrive une quatrième pour vous dire que je vous déteste. Si vous vous repentez de la façon dont vous avez agi avec moi, la jeune fille qui vous remettra ce billet vous dira de quelle manière un galant homme peut obtenir son pardon. D'Artagnan rougit et pâlit plusieurs fois en lisant ce billet. Oh, vous l'aimez toujours, dit Ketty, qui n'avait pas détourné un instant les yeux du visage du jeune homme. Non, Ketty, tu te trompes. Je ne l'aime plus, mais je veux me venger de ses mépris. Oui, je connais votre vengeance, vous me l'avez dite. Que t'importe, Ketty, tu sais bien que c'est toi seule que j'aime. Comment peut-on savoir cela? Par le mépris que je ferai d'elle. Ketty soupira. D'Artagnan prit une plume et écrivit. Madame, jusqu'ici, j'avais douté que ce fût bien à moi que vos 2 premiers billets eussent été adressés, tant je me croyais indigne d'un pareil honneur. D'ailleurs, j'étais si souffrant que j'eusse en tout cas hésité à y répondre. Mais aujourd'hui, il faut bien que je croie à l'excès de vos bontés, puisque non seulement votre lettre, mais encore votre suivante, m'affirme que j'ai le bonheur d'être aimé de vous. Elle n'a pas besoin de me dire de quelle manière un galant homme peut obtenir son pardon. J'irai donc vous demander le mien ce soir à 11 heures. Tarder d'un jour serait à mes yeux, maintenant, vous faire une nouvelle offense. Celui que vous avez rendu le plus heureux des hommes, comte de Wardes. Ce billet était d'abord un faux. C'était ensuite une indélicatesse. C'était même, au point de vue de nos mœurs actuelles, quelque chose comme une infamie. Mais on se ménageait moins à cette époque qu'on ne le fait aujourd'hui. D'ailleurs d'Artagnan, par ses propres aveux, savait Milady coupable de trahison à des chefs plus importants, et il n'avait pour elle qu'une estime fort mince. Et cependant, malgré ce peu d'estime, il sentait qu'une passion insensée le brûlait pour cette femme. Passion ivre de mépris, mais passion ou soif, comme on voudra. L'intention de D'Artagnan était bien simple. Par la chambre de Ketty, il arrivait à celle de sa maîtresse. Il profitait du premier moment de surprise, de honte, de terreur, pour triompher d'elle. Peut-être aussi échouerait-il. Mais il fallait bien donner quelque chose au hasard. Dans 8 jours la campagne s'ouvrait, et il fallait partir.
D'Artagnan n'avait pas le temps de filer le parfait amour. Tiens, dit le jeune homme, en remettant à Ketty le billet tout cacheté. Donne cette lettre à Milady. C'est la réponse de M. de Wardes. La pauvre Ketty devint pâle comme la mort. Elle se doutait de ce que contenait le billet. Écoute, ma chère enfant, lui dit D'Artagnan, tu comprends qu'il faut que tout cela finisse d'une façon ou de l'autre. Milady peut découvrir que tu as remis le premier billet à mon valet, au lieu de le remettre au valet du comte, que c'est moi qui ai décacheté les autres qui devaient être décachetés par M. de Wardes. Alors Milady te chasse, et tu la connais, ce n'est pas une femme à borner là sa vengeance. Hélas, dit Ketty, pour qui me suis-je exposée à tout cela? Pour moi, je le sais bien, ma toute belle, dit le jeune homme. Aussi, je t'en suis bien reconnaissant, je te le jure. Mais enfin, que contient votre billet? Milady te le dira. Ah, vous ne m'aimez pas, s'écria Ketty, et je suis bien malheureuse. À ce reproche, il y a une réponse à laquelle les femmes se trompent toujours. D'Artagnan répondit de manière que Ketty demeura dans la plus grande erreur. Cependant, elle pleura beaucoup avant de se décider à remettre cette lettre à sa maîtresse. Mais enfin elle se décida. C'est tout ce que voulait D'Artagnan. D'ailleurs, il lui promit que le soir, il sortirait de bonne heure de chez sa maîtresse, et qu'en sortant de chez sa maîtresse, il monterait chez elle. Cette promesse acheva de consoler la pauvre Ketty. Fin du chapitre 33. Chapitre 34 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 34. Où il est traité de l'équipement d'Aramis et de Porthos. Depuis que les quatre amis étaient chacun à la chasse de son équipement, il n'y avait plus entre eux de réunion arrêtée. On dînait les uns sans les autres, où l'on se trouvait, ou plutôt où l'on pouvait. Le service de son côté prenait aussi sa part de ce temps précieux, qui s'écoulait si vite. Seulement, on était convenu de se trouver une fois la semaine, vers 1 heure, au logis d'Athos, attendu que ce dernier, selon le serment qu'il avait fait, ne passait plus le seuil de sa porte. C'était le jour même où Ketty était venue trouver D'Artagnan chez lui, jour de réunion. À peine Ketty fut-elle sortie que D'Artagnan se dirigea vers la rue Férou. Il trouva Athos et Aramis qui philosophaient. Aramis avait quelque velléité de revenir à la soutane. Athos, selon ses habitudes, ne le dissuadait ni ne l'encourageait. Athos était pour qu'on laissât à chacun son libre arbitre. Il ne donnait jamais de conseils qu'on ne les lui demandât. Encore fallait-il les lui demander 2 fois. En général, on ne demande de conseils, disait-il, que pour ne pas les suivre, ou si on les a suivis, que pour avoir quelqu'un à qui l'on puisse faire le reproche de les avoir donnés. Porthos arriva un instant après D'Artagnan. Les quatre amis se trouvaient donc réunis. Les quatre visages exprimaient 4 sentiments différents. Celui de Porthos, la tranquillité. Celui de D'Artagnan, l'espoir. Celui d'Aramis, l'inquiétude. Celui d'Athos, l'insouciance. Au bout d'un instant de conversation, où Porthos laissa entrevoir qu'une personne haut placée avait bien voulu se charger de le tirer d'embarras, Mousqueton entra. Il venait prier Porthos de passer à son logis, où, disait-il d'un air fort piteux, sa présence était urgente. Sont-ce mes équipages? Demanda Porthos. Oui et non, répondit Mousqueton. Mais enfin, ne peux-tu dire? Venez, monsieur. Porthos se leva, salua ses amis et suivit Mousqueton. Un instant après, Bazin apparut au seuil de la porte. Que me voulez-vous, mon ami? dit Aramis
avec cette douceur de langage que l'on remarquait en lui chaque fois que ses idées le ramenaient vers l'église. Un homme attend monsieur à la maison, répondit Bazin. Un homme? Quel homme? Un mendiant. Faites-lui l'aumône, Bazin, et dites-lui de prier pour un pauvre pécheur. Ce mendiant veut à toute force vous parler, et prétend que vous serez bien aise de le voir. N'a-t-il rien de particulier pour moi? Si fait, si monsieur Aramis, a-t-il dit, hésite à me venir trouver, vous lui annoncerez que j'arrive de Tours. De Tours, s'écria Aramis. Messieurs, mille fois pardon, mais sans doute cet homme m'apporte des nouvelles que j'attendais. Et se levant aussitôt, il s'éloigna rapidement. Restèrent Athos et D'Artagnan. Je crois que ces gaillards-là ont trouvé leur affaire. Qu'en pensez-vous, D'Artagnan? dit Athos. Je sais que Porthos était en bon train, dit D'Artagnan. Et quant à Aramis, à vrai dire, je n'en ai jamais été sérieusement inquiet. Mais vous, mon cher Athos, vous qui avez si généreusement distribué les pistoles de l'Anglais qui était votre bien légitime, qu'allez-vous faire? Je suis fort content d'avoir tué cet homme, mon enfant, vu que c'est pain béni que de tuer un Anglais. Mais si j'avais empoché ces pistoles, elles me pèseraient comme un remords. Allons donc, mon cher Athos, vous avez vraiment des idées inconcevables. Passons, passons. Que me disait donc M. de Tréville, qui me fit l'honneur de me venir voir hier, que vous hantez ces Anglais suspects que protège le cardinal? C'est-à-dire que je hante une Anglaise, celle dont je vous ai parlé. Ah oui, la femme blonde, au sujet de laquelle je vous ai donné des conseils que, naturellement, vous vous êtes bien gardé de suivre. Je vous ai donné mes raisons. Oui, vous voyez là votre équipement, je crois, à ce que vous m'avez dit. Point du tout. J'ai acquis la certitude que cette femme était pour quelque chose dans l'enlèvement de Madame Bonacieux. Oui, et je comprends. Pour retrouver une femme, vous faites la cour à une autre. C'est le chemin le plus long, mais le plus amusant. D'Artagnan fut sur le point de tout raconter à Athos, mais un point l'arrêta. Athos était un gentilhomme sévère sur le point d'honneur, et il y avait, dans tout ce petit plan que notre amoureux avait arrêté à l'endroit de milady, certaines choses qui d'avance, il en était sûr, n'obtiendraient pas l'assentiment du puritain. Il préféra donc garder le silence, et comme Athos était l'homme le moins curieux de la terre, les confidences de D'Artagnan en étaient restées là. Nous quitterons donc les deux amis, qui n'avaient rien de bien important à se dire, pour suivre Aramis. À cette nouvelle, que l'homme qui voulait lui parler arrivait de Tours, nous avons vu avec quelle rapidité le jeune homme avait suivi, ou plutôt devancé Bazin. Il ne fit donc qu'un saut de la rue Férou à la rue de Vaugirard. En entrant chez lui, il trouva effectivement un homme de petite taille, aux yeux intelligents, mais couverts de haillons. C'est vous qui me demandez, dit le mousquetaire. C'est-à-dire que je demande monsieur Aramis. Est-ce vous qui vous appelez ainsi? Moi-même. Vous avez quelque chose à me remettre? Oui, si vous me montrez un certain mouchoir brodé. Le voici, dit Aramis en tirant une clef de sa poitrine et en ouvrant un petit coffret de bois d'ébène incrusté de nacre. Le voici, tenez. C'est bien, dit le mendiant. Renvoyez votre laquais. En effet, Bazin, curieux de savoir ce que le mendiant voulait à son maître, avait réglé son pas sur le sien, et était arrivé presque en même temps que lui. Mais cette célérité ne lui servit pas à grand-chose. Sur l'invitation du mendiant, son maître lui fit signe de se retirer, et force lui fut d'obéir. Bazin partit, le mendiant jeta un regard rapide autour de lui, afin d'être sûr que personne ne pouvait ni le voir ni l'entendre, et ouvrant sa veste en haillons mal serrés par une ceinture de cuir, il se mit à découdre le haut de son pourpoint, d'où il tira une lettre. Aramis jeta un cri de joie à la vue du cachet, baisa l'écriture, et avec un respect presque religieux, il ouvrit l'épître qui contenait ce qui suit. Amis, le sort veut que nous soyons séparés quelque temps encore,
mais les beaux jours de la jeunesse ne sont pas perdus sans retour. Faites votre devoir au camp, je fais le mien autre part. Prenez ce que le porteur vous remettra. Faites la campagne en beau et bon gentilhomme, et pensez à moi qui baise tendrement vos yeux noirs. Adieu, ou plutôt au revoir. Le mendiant décousait toujours. Il tira une à une de ses sales habits 150 doubles pistoles d'Espagne, qu'il aligna sur la table. Puis il ouvrit la porte, salua, et partit avant que le jeune homme, stupéfait, eût osé lui adresser une parole. Aramis alors relut la lettre, et s'aperçut que cette lettre avait un post-scriptum. PS. Vous pouvez faire accueil au porteur, qui est comte et grand d'Espagne. Rêve doré, s'écria Aramis. Oh, la belle vie! Oui, nous sommes jeunes. Oui, nous aurons encore des jours heureux. Oh, à toi, mon amour, mon sang, ma vie. Tout, 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 ma belle maîtresse. Et il baisa la lettre avec passion, sans même regarder l'or qui étincelait sur la table. Bazin gratta à la porte. Aramis n'avait plus de raison pour le tenir à distance. Il lui permit d'entrer. Bazin resta stupéfait à la vue de cet or, et oublia qu'il venait annoncer d'Artagnan, qui, curieux de savoir ce qu'était que le mendiant, venait chez Aramis en sortant de chez Athos. Or, comme d'Artagnan ne se gênait pas avec Aramis, voyant que Bazin oubliait de l'annoncer, il s'annonça lui-même. Au diable, mon cher Aramis, dit d'Artagnan, si ce sont là les pruneaux qu'on vous envoie de Tours, vous en ferez mon compliment au jardinier qui les récolte. Vous vous trompez, mon cher, dit Aramis toujours discret. C'est mon libraire qui vient de m'envoyer le prix de ce poème en vers d'une syllabe que j'avais commencé là-bas. Ah, vraiment, dit d'Artagnan. Eh bien, votre libraire est généreux, mon cher Aramis. Voilà tout ce que je puis vous dire. Comment, monsieur? S'écria Bazin. Un poème se vend si cher? C'est incroyable. Oh, monsieur, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez devenir l'égal de monsieur de Voiture ou de monsieur de Benserade. J'aime encore cela, moi. Un poète, c'est presque un abbé. Ah, monsieur Aramis, mettez-vous donc poète, je vous en prie. Bazin, mon ami, dit Aramis, je crois que vous vous mêlez à la conversation. Bazin comprit qu'il était dans son tort. Il baissa la tête et sortit. Ah, dit d'Artagnan avec un sourire, vous vendez vos productions au poids de l'or. Vous êtes bien heureux, mon ami. Mais prenez garde, vous allez perdre cette lettre qui sort de votre casaque, et qui est sans doute aussi de votre libraire. Aramis rougit jusqu'au blanc des yeux, renfonça sa lettre et reboutonna son pourpoint. Mon cher d'Artagnan, dit-il, nous allons, si vous le voulez bien, aller trouver nos amis, et puisque je suis riche, nous commencerons aujourd'hui à dîner ensemble, en attendant que vous soyez riche à votre tour. Ma foi, dit d'Artagnan, avec grand plaisir. Il y a longtemps que nous n'avons fait un dîner convenable. Et comme j'ai pour mon compte une expédition quelque peu hasardeuse à faire ce soir, je ne serais pas fâché, je l'avoue, de me monter un peu la tête avec quelques bouteilles de vieux Bourgogne. Va pour le vieux Bourgogne. Je ne le déteste pas non plus, dit Aramis, auquel la vue de l'or avait enlevé comme avec la main ses idées de retraite. Et ayant mis 3 ou 4 doubles pistoles dans sa poche pour répondre aux besoins du moment, il enferma les autres dans le coffre d'ébène incrusté de nacre où était déjà le fameux mouchoir qui lui avait servi de talisman. Les deux amis se rendirent d'abord chez Athos, qui, fidèle au serment qu'il avait fait de ne pas sortir, se chargea de faire apporter à dîner chez lui. Comme il entendait à merveille les détails gastronomiques, d'Artagnan et Aramis ne firent aucune difficulté de lui abandonner ce soin important. Ils se rendaient chez Porthos, lorsque, au coin de la rue du Bac, ils rencontrèrent Mousqueton, qui, d'un air piteux, chassait devant lui un mulet et un cheval. D'Artagnan poussa un cri de surprise, qui n'était pas exempt d'un mélange de joie. Ah, mon cheval jaune s'écria-t-il. Aramis, regardez ce cheval. Oh, l'affreux roussin, dit Aramis.
Eh bien, mon cher, reprit d'Artagnan, c'est le cheval sur lequel je suis venu à Paris. Comment, monsieur connaît ce cheval dit Mousqueton. Il est d'une couleur originale, fit Aramis. C'est le seul que j'aie jamais vu de ce poil-là. Je le crois bien, reprit d'Artagnan. Aussi je l'ai vendu 3 écus. Et il faut bien que ce soit ce poil, car la carcasse ne vaut certes pas 18 livres. Mais comment ce cheval se trouve-t-il entre tes mains, Mousqueton? Ah, dit le valet, ne m'en parlez pas, monsieur. C'est un affreux tour du mari de notre duchesse. Comment cela, Mousqueton? Oui, nous sommes vus d'un très bon œil par une femme de qualité, la duchesse de... Mais pardon, mon maître m'a recommandé d'être discret. Elle nous avait forcés d'accepter un petit souvenir, un magnifique genet d'Espagne et un mulet andalou, que c'était merveilleux à voir. Le mari a appris la chose, il a confisqué au passage les 2 magnifiques bêtes que l'on nous envoyait, et il leur a substitué ces horribles animaux. Que tu lui ramènes dit d'Artagnan. Justement, reprit Mousqueton, vous comprenez que nous ne pouvons point accepter de pareilles montures en échange de celles que l'on nous avait promises. Non, pardieu, quoique j'eusse voulu voir Porthos sur mon cheval jaune, cela m'aurait donné une idée de ce que j'étais moi-même quand je suis arrivé à Paris. Mais que nous ne t'arrêtions pas, Mousqueton. Va faire la commission de ton maître. Va. Est-il chez lui? Oui, monsieur, dit Mousqueton, mais bien maussade. Allez. Et il continua son chemin vers le quai des Grands Augustins, tandis que les 2 amis allaient sonner à la porte de l'infortuné Porthos. Celui-ci les avait vus traversant la cour, et il n'avait garde d'ouvrir. Ils sonnèrent donc inutilement. Cependant, Mousqueton continuait sa route, et traversant le Pont-Neuf, toujours chassant devant lui ses 2 hardielles, il atteignit la rue aux Ours. Arrivé là, il attacha, selon les ordres de son maître, cheval et mulet au marteau de la porte du procureur. Puis, sans s'inquiéter de leur sort futur, il s'en revint trouver Porthos et lui annonça que sa commission était faite. Au bout d'un certain temps, les 2 malheureuses bêtes, qui n'avaient pas mangé depuis le matin, firent un tel bruit en se levant et en laissant retomber le marteau de la porte, que le procureur ordonna à son saute-ruisseau d'aller s'informer dans le voisinage à qui appartenaient ce cheval et ce mulet. Madame Coquenard reconnut son présent et ne comprit rien d'abord à cette restitution. Mais bientôt la visite de Porthos l'éclaira. Le courroux qui brillait dans les yeux du mousquetaire, malgré la contrainte qu'il s'imposait, épouvanta la sensible amante. En effet, Mousqueton n'avait point caché à son maître qu'il avait rencontré d'Artagnan et Aramis, et que d'Artagnan, dans le cheval jaune, avait reconnu le bidet béarnais sur lequel il était venu à Paris, et qu'il avait vendu 3 écus. Porthos sortit, après avoir donné rendez-vous à la procureuse dans le cloître Saint-Magloire. Le procureur, voyant que Porthos partait, l'invita à dîner, invitation que le mousquetaire refusa avec un air plein de majesté. Madame Coquenard se rendit toute tremblante au cloître Saint-Magloire, car elle devinait les reproches qui l'y attendaient. Mais elle était fascinée par les grandes façons de Porthos. Tout ce qu'un homme blessé dans son amour-propre peut laisser tomber d'imprécations et de reproches sur la tête d'une femme, Porthos le laissa tomber sur la tête courbée de sa procureuse. Hélas, dit-elle, j'ai fait pour le mieux. Un de nos clients est marchand de chevaux. Il devait de l'argent à l'étude et s'est montré récalcitrant. J'ai pris ce mulet et ce cheval pour ce qu'il nous devait. Il m'avait promis 2 montures royales. Eh bien, madame, dit Porthos, s'il vous devait plus de 5 écus, votre maquignon est un voleur. Il n'est pas défendu de chercher le bon marché, monsieur Porthos, dit la procureuse, cherchant à s'excuser. Non, madame, mais ceux qui cherchent le bon marché doivent permettre aux autres de chercher des amis plus généreux. Et Porthos, tournant sur ses talons, fit un pas pour se retirer. Monsieur Porthos, s'écria la procureuse, j'ai tort, je le reconnais. Je n'aurais pas dû marchander quand il s'agissait d'équiper un cavalier comme vous. Porthos, sans répondre, fit un second pas de retraite.
La procureuse crut le voir dans un nuage étincelant, tout entouré de duchesses et de marquises qui lui jetaient des sacs d'or sous les pieds. Arrêtez, au nom du ciel, monsieur Porthos, s'écria-t-elle. Arrêtez et causons. Causer avec vous me porte malheur, dit Porthos. Mais dites-moi, que demandez-vous? Rien. Cela revient au même que si je vous demandais quelque chose. La procureuse se pendit au bras de Porthos, et dans l'élan de sa douleur, elle s'écria. Monsieur Porthos, je suis ignorante de tout cela, moi. Sais-je ce que c'est qu'un cheval? Sais-je ce que c'est que des harnais? Il fallait vous en rapporter à moi qui m'y connais, madame, mais vous avez voulu ménager, et par conséquent prêter à usure. C'est un tort, monsieur Porthos, et je le réparerai sur ma parole d'honneur. Et comment cela? Demanda le mousquetaire. Écoutez, ce soir, monsieur Coquenard va chez monsieur le duc de Chaulnes, qui l'a mandé. C'est pour une consultation qui durera 2 heures au moins. Venez, nous serons seuls, et nous ferons nos comptes. À la bonne heure, voilà qui est parlé, ma chère. Vous me pardonnez? Nous verrons, dit majestueusement Porthos. Et tous deux se séparèrent en se disant à ce soir. Diable, pensa Porthos en s'éloignant. Il me semble que je me rapproche enfin du bahut de maître Coquenard. Chapitre 34. Chapitre 35 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Goine. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 35. La nuit, tous les chats sont gris. Ce soir, attendu si impatiemment par Porthos et par D'Artagnan, arriva enfin. D'Artagnan, comme d'habitude, se présenta vers les 9 heures chez Milady. Il la trouva d'une humeur charmante. Jamais elle ne l'avait si bien reçue. Notre Gascon vit du premier coup d'œil que son billet avait été remis, et ce billet faisait son effet. Ketty entra pour apporter des sorbets. Sa maîtresse lui fit une mine charmante, lui sourit de son plus gracieux sourire. Mais hélas, la pauvre fille était si triste qu'elle ne s'aperçut même pas de la bienveillance de Milady. D'Artagnan regardait l'une après l'autre ces deux femmes, et il était forcé d'avouer, à part lui, que la nature s'était trompée en les formant. À la grande dame, elle avait donné une âme vénale et vile. À la soubrette, elle avait donné le cœur d'une duchesse. À 10 heures, Milady commença à paraître inquiète. D'Artagnan comprit ce que cela voulait dire. Elle regardait la pendule, se levait, se rasseyait, souriait à D'Artagnan d'un air qui voulait dire « Vous êtes fort aimable, sans doute, mais vous seriez charmant si vous partiez. » D'Artagnan se leva, prit son chapeau. Milady lui donna sa main à baiser. Le jeune homme sentit qu'elle la lui serrait et comprit que c'était par un sentiment non pas de coquetterie, mais de reconnaissance à cause de son départ. « Elle l'aime diablement, murmura-t-il. Puis il sortit. Cette fois, Ketty ne l'attendait aucunement, ni dans l'antichambre, ni dans le corridor, ni sous la grande porte. Il fallut que D'Artagnan trouvât tout seul l'escalier et la petite chambre. Ketty était assise la tête cachée dans ses mains et pleurait. Elle entendit entrer D'Artagnan, mais elle ne releva point la tête. Le jeune homme alla à elle et lui prit les mains. Alors elle éclata en sanglots. Comme l'avait présumé D'Artagnan, Milady, en recevant la lettre, avait dans le délire de sa joie tout dit à sa suivante. Puis, en récompense de la manière dont cette fois elle avait fait la commission, elle lui avait donné une bourse. Ketty, en rentrant chez elle, avait jeté la bourse dans un coin où elle était restée tout ouverte, dégorgeant 3 ou 4 pièces d'or sur le tapis. La pauvre fille, aux caresses de D'Artagnan, releva la tête. D'Artagnan lui-même fut effrayé du bouleversement de son visage. Elle joignit les mains d'un air suppliant, mais sans oser dire une parole.
Si peu sensible que fût le cœur de d'Artagnan, il se sentit attendri de cette douleur muette. Mais il tenait trop à ses projets, et surtout à celui-ci, pour rien changer au programme qu'il avait fait d'avance. Il ne laissa donc à Ketty aucun espoir de fléchir. Seulement, il lui présenta son action comme une simple vengeance. Cette vengeance, au reste, devenait d'autant plus facile que Milady, sans doute pour cacher sa rougeur à son amant, avait recommandé à Ketty d'éteindre toutes les lumières dans l'appartement et même dans sa chambre, à elle. Avant le jour, M. de Wardes devait sortir, toujours dans l'obscurité. Au bout d'un instant, on entendit Milady qui rentrait dans sa chambre. D'Artagnan s'élança aussitôt dans son armoire. À peine y était-il blotti que la sonnette se fit entendre. Ketty entra chez sa maîtresse et ne laissa point la porte ouverte. Mais la cloison était si mince que l'on entendait à peu près tout ce qui se disait entre les deux hommes. Milady semblait ivre de joie. Elle se faisait répéter par Ketty les moindres détails de la prétendue entrevue de la soubrette avec M. de Wardes. Comment il avait reçu sa lettre, comment il avait répondu, quelle était l'expression de son visage, s'il paraissait bien amoureux. Et à toutes ces questions, la pauvre Ketty, forcée de faire bonne contenance, répondait d'une voix étouffée dont sa maîtresse ne remarquait même pas l'accent douloureux, tant le bonheur est égoïste. Enfin, comme l'heure de son entretien avec le comte approchait, Milady fit en effet tout éteindre chez elle, et ordonna à Ketty de rentrer dans sa chambre et d'introduire de Wardes aussitôt qu'il se présenterait. L'attente de Ketty ne fut pas longue. À peine d'Artagnan eut-il vu par le trou de la serrure de son armoire que tout l'appartement était dans l'obscurité, qu'il s'élança de sa cachette au moment même où Ketty refermait la porte de communication. « Qu'est-ce que ce bruit » demanda Milady. « C'est moi, » dit d'Artagnan à demi-voix. « Moi, le comte de Wardes. »« Oh, mon Dieu !» murmura Ketty. « Il n'a même pas pu attendre l'heure qu'il avait fixée lui-même. »« Eh bien, » dit Milady d'une voix tremblante, « pourquoi n'entre-t-il pas? Comte, comte, ajouta-t-elle, vous savez bien que je vous attends. » À cet appel, d'Artagnan éloigna doucement Ketty et s'élança dans la chambre de Milady. Si la rage et la douleur doivent torturer une âme, c'est celle de l'amant qui reçoit sous un nom qui n'est pas le sien des protestations d'amour qui s'adressent à son heureux rival. D'Artagnan était dans une situation douloureuse qu'il n'avait pas prévue. La jalousie le mordait au cœur, et il souffrait presque autant que la pauvre Ketty, qui pleurait en ce même moment dans la chambre voisine. « Oui, comte, » disait Milady de sa plus douce voix en lui serrant tendrement la main dans les siennes. « Oui, je suis heureuse de l'amour que vos regards et vos paroles m'ont exprimé chaque fois que nous nous sommes rencontrés. Moi aussi je vous aime. Oh, demain je veux quelques gages de vous qui me prouvent que vous pensez à moi, et comme vous pourriez m'oublier. Tenez. » Et elle passa une bague de son doigt à celui de d'Artagnan. D'Artagnan se rappela avoir vu cette bague à la main de Milady. C'était un magnifique saphir entouré de brillants. Le premier mouvement de d'Artagnan fut de le lui rendre, mais Milady ajoutait: « Non, non, gardez cette bague pour l'amour de moi. Vous me rendrez d'ailleurs, en l'acceptant, ajouta-t-elle d'une voix émue, un service bien plus grand que vous ne sauriez l'imaginer. » Cette femme est pleine de mystères, murmura en lui-même d'Artagnan. En ce moment, il se sentit prêt à tout révéler. Il ouvrit la bouche pour dire à Milady qui il était et dans quel but de vengeance il était venu. Mais elle ajouta: « Pauvre ange, que ce monstre de Gascon a failli tuer. » Le monstre, c'était lui. « Oh » continua Milady, « est-ce que vos blessures vous font encore souffrir? »« Oui, beaucoup, » dit d'Artagnan, qui ne savait trop que répondre. « Soyez tranquille, » murmura Milady, « je vous vengerai, moi, et cruellement. »« Peste, se dit d'Artagnan, le moment des confidences n'est pas encore venu. »
Il fallut quelque temps à d'Artagnan pour se remettre de ce petit dialogue, mais toutes les idées de vengeance qu'il avait apportées s'étaient complètement évanouies. Cette femme exerçait sur lui une incroyable puissance. Il la haïssait et l'adorait à la fois. Il n'avait jamais cru que deux sentiments si contraires pussent habiter dans le même cœur, et en se réunissant, former un amour étrange et en quelque sorte diabolique. Cependant, une heure venait de sonner. Il fallut se séparer. D'Artagnan, au moment de quitter Milady, ne sentit plus qu'un vif regret de s'éloigner, et dans l'adieu passionné qu'ils s'adressèrent réciproquement, une nouvelle entrevue fut convenue pour la semaine suivante. La pauvre Ketty espérait pouvoir adresser quelques mots à d'Artagnan lorsqu'il passerait dans sa chambre, mais Milady le reconduisit elle-même dans l'obscurité et ne le quitta que sur l'escalier. Le lendemain au matin, d'Artagnan courut chez Athos. Il était engagé dans une si singulière aventure qu'il voulait lui demander conseil. Il lui raconta tout. Athos fronça plusieurs fois le sourcil. Votre Milady, lui dit-il, me paraît une créature infâme, mais vous n'en avez pas moins eu tort de la tromper. Vous voilà d'une façon ou d'une autre une ennemie terrible sur les bras. Et tout en lui parlant, Athos regardait avec attention le saphir entouré de diamants qui avait pris au doigt de d'Artagnan la place de la bague de la reine, soigneusement remise dans un écrin. Vous regardez cette bague, dit le Gascon, tout glorieux d'étaler au regard de ses amis un si riche présent. Oui, dit Athos, elle me rappelle un bijou de famille. Elle est belle, n'est-ce pas? Dit d'Artagnan. Magnifique, répondit Athos. Je ne croyais pas qu'il existât deux saphirs d'une si belle eau. L'avez-vous donc troqué contre votre diamant? Non, dit d'Artagnan, c'est un cadeau de ma belle Anglaise, ou plutôt de ma belle Française, car quoique je ne lui ai point demandé, je suis convaincu qu'elle est née en France. Cette bague vous vient de Milady? S'écria Athos, avec une voix dans laquelle il était facile de distinguer une grande émotion. D'elle-même, elle me l'a donnée cette nuit. Montrez-moi donc cette bague, dit Athos. La voici, répondit d'Artagnan en la tirant de son doigt. Athos l'examina et devint très pâle, puis il l'essaya à l'annulaire de sa main gauche. Elle allait à ce doigt comme si elle eût été faite pour lui. Un nuage de colère et de vengeance passa sur le front ordinairement si calme du gentilhomme. Il est impossible que ce soit elle, dit-il. Comment cette bague se trouverait-elle entre les mains de Milady Clarick? Et cependant, il est bien difficile qu'il y ait entre deux bijoux une pareille ressemblance. Connaissez-vous cette bague? Demanda d'Artagnan. J'avais cru la reconnaître, dit Athos, mais sans doute que je me trompais. Et il la rendit à d'Artagnan, sans cesser cependant de la regarder. Tenez, dit-il au bout d'un instant, d'Artagnan, ôtez cette bague de votre doigt, ou tournez-en le chaton en dedans. Elle me rappelle de si cruels souvenirs que je n'aurai pas ma tête pour causer avec vous. Ne veniez-vous pas me demander des conseils? Ne me disiez-vous point que vous étiez embarrassé sur ce que vous deviez faire? Mais attendez, rendez-moi ce saphir. Celui dont je voulais parler doit avoir une de ses faces éraillées par suite d'un accident. D'Artagnan tira de nouveau la bague de son doigt et la rendit à Athos. Athos se tressaillit. Tenez, dit-il, voyez, n'est-ce pas étrange? Et il montrait à d'Artagnan cette égratignure qu'il se rappelait devoir exister. Mais de qui vous venait ce saphir, Athos? De ma mère, qui le tenait de sa mère à elle. Comme je vous le dis, c'est un vieux bijou de famille, qui ne devait jamais sortir de la famille. Et vous l'avez vendu? Demanda avec hésitation d'Artagnan. Non, reprit Athos, avec un singulier sourire. Je l'ai donné pendant une nuit d'amour, comme il vous a été donné à vous. D'Artagnan resta pensif à son tour. Il lui semblait voir dans l'âme de Milady des abîmes dont les profondeurs étaient sombres et inconnues. Il remit la bague non pas à son doigt, mais dans sa poche. Tenez, dit Athos en lui prenant la main.
vous savez si je vous aime, d'Artagnan. J'aurais un fils que je ne l'aimerais pas plus que vous. Tenez, croyez-moi, renoncez à cette femme. Je ne la connais pas, mais une espèce d'intuition me dit que c'est une créature perdue, et qu'il y a quelque chose de fatal en elle. Vous avez raison, dit d'Artagnan. Aussi je m'en sépare. Je vous avoue que cette femme m'effraie moi-même. Aurez-vous ce courage dit Athos. Je l'aurai, répondit d'Artagnan, et à l'instant même. Eh bien vrai, mon enfant, vous aurez raison, dit le gentilhomme, en serrant la main du Gascon avec une affection presque paternelle. Dieu veuille que cette femme, qui est à peine entrée dans votre vie, n'y laisse pas de traces terribles. Et Athos salua d'Artagnan de la tête, en homme qui veut faire comprendre qu'il n'est pas fâché de rester seul avec ses pensées. En rentrant chez lui, d'Artagnan trouva Ketty, qui l'attendait. Un mois de fièvre n'eût pas plus changé la pauvre enfant qu'elle ne l'était par cette nuit d'insomnie et de douleur. Elle était envoyée par sa maîtresse au faux de Wardes. Sa maîtresse était folle d'amour, ivre de joie. Elle voulait savoir quand son amant lui donnerait une seconde nuit. Et la pauvre Ketty, pâle et tremblante, attendait la réponse de d'Artagnan. Athos avait une grande influence sur le jeune homme. Les conseils de son ami, joints aux cris de son propre cœur, l'avaient déterminé, maintenant que son orgueil était sauvé et sa vengeance satisfaite, à ne plus revoir Milady. Pour toute réponse, il prit donc une plume et écrivit la lettre suivante. Ne comptez pas sur moi, madame, pour le prochain rendez-vous. Depuis ma convalescence, j'ai tant d'occupations de ce genre qu'il m'a fallu y mettre un certain ordre. Quand votre tour viendra, j'aurai l'honneur de vous en faire part. Je vous baise les mains, comte de Wardes. Du saphir, pas un mot. Le Gascon voulait-il garder une arme contre Milady? Ou bien, soyons francs, ne conservait-il pas ce saphir comme une dernière ressource pour l'équipement? On aurait tort au reste de juger les actions d'une époque au point de vue d'une autre époque. Ce qui aujourd'hui serait regardé comme une honte pour un galant homme était dans ce temps une chose toute simple et toute naturelle, et les cadets des meilleures familles se faisaient en général entretenir par leurs maîtresses. D'Artagnan passa sa lettre ouverte à Ketty, qui la lut d'abord sans la comprendre, et qui faillit devenir folle de joie en la relisant une seconde fois. Ketty ne pouvait croire à ce bonheur. D'Artagnan fut forcé de lui renouveler de vive voix les assurances que la lettre lui donnait par écrit, et quel que fût, avec le caractère emporté de Milady, le danger que courut la pauvre petite enfant à remettre ce billet à sa maîtresse, elle n'en revint pas moins place royale de toute la vitesse de ses jambes. Le cœur de la meilleure femme est impitoyable pour les douleurs d'une rivale. Milady ouvrit la lettre avec un empressement égal à celui que Ketty avait mis à la portée. Mais au premier mot qu'elle lut, elle devint livide, puis elle froissa le papier, puis elle se retourna avec un éclair dans les yeux du côté de Ketty. « Qu'est-ce que cette lettre » dit-elle. « Mais c'est la réponse à celle de madame, » répondit Ketty toute tremblante. « Impossible !» s'écria Milady. « Impossible qu'un gentilhomme ait écrit à une femme une pareille lettre !» Puis tout à coup, tressaillant, « Mon Dieu, saurait-il » et elle s'arrêta. Ses dents grinçaient, elle était couleur de cendre. Elle voulut faire un pas vers la fenêtre pour aller chercher de l'air, mais elle ne put qu'étendre les bras, les jambes lui manquèrent, et elle tomba sur un fauteuil. Ketty crut qu'elle se trouvait mal, et se précipita pour ouvrir son corsage. Mais Milady se releva vivement. « Que me voulez-vous » dit-elle. « Et pourquoi portez-vous la main sur moi ?»« J'ai pensé que madame se trouvait mal, et j'ai voulu lui porter secours, » répondit la suivante, tout épouvantée de l'expression terrible qu'avait prise la figure de sa maîtresse. « Me trouver mal, moi, moi, me prenez-vous pour une femmelette? Quand on m'insulte, je ne me trouve pas mal, je me venge, entendez-vous » et elle fit signe de la main à Ketty de sortir. Chapitre 35.
Chapitre 36 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 36. Rêve de vengeance. Le soir, Milady donna l'ordre d'introduire M. d'Artagnan aussitôt qu'il viendrait, selon son habitude. Mais il ne vint pas. Le lendemain, Ketty vint voir de nouveau le jeune homme et lui raconta tout ce qui s'était passé la veille. D'Artagnan sourit. Cette jalouse colère de Milady, c'était sa vengeance. Le soir, Milady fut plus impatiente encore que la veille. Elle renouvela l'ordre relatif au Gascon. Mais comme la veille, elle l'attendit inutilement. Le lendemain, Ketty se présenta chez d'Artagnan, non plus joyeuse et alerte comme les 2 jours précédents, mais au contraire triste à mourir. D'Artagnan demanda à la pauvre fille ce qu'elle avait, mais celle-ci, pour toute réponse, tira une lettre de sa poche et la lui remit. Cette lettre était de l'écriture de Milady. Seulement, cette fois, elle était bien à l'adresse de d'Artagnan et non à celle de M. de Wardes. Il l'ouvrit et lut ce qu'il suit. Cher monsieur d'Artagnan, c'est mal de négliger ainsi les amis, surtout au moment où on va les quitter pour si longtemps. Mon beau-frère et moi vous avons attendu hier et avant-hier inutilement. En sera-t-il de même ce soir? Votre reconnaissante, Lady Clarick. C'est tout simple, dit d'Artagnan, et je m'attendais à cette lettre. Mon crédit hausse de la baisse du comte de Wardes. Est-ce que vous irez? demanda Ketty. Écoute, ma chère enfant, dit le Gascon, qui cherchait à s'excuser à ses propres yeux de manquer à la promesse qu'il avait faite à Athos. Tu comprends qu'il serait impolitique de ne pas se rendre à une invitation si positive. Milady, en ne me voyant pas revenir, ne comprendrait rien à l'interruption de mes visites. Elle pourrait se douter de quelque chose, et qui peut dire jusqu'où irait la vengeance d'une femme de cette trempe? Oh mon Dieu, dit Ketty, vous savez présenter les choses de façon que vous avez toujours raison. Mais vous allez encore lui faire la cour, et si cette fois vous alliez lui plaire sous votre véritable nom et votre véritable visage, ce serait bien pis que la première fois. L'instinct faisait deviner à la pauvre fille une partie de ce qui allait arriver. D'Artagnan la rassura du mieux qu'il put et lui promit de rester insensible aux séductions de Milady. Il lui fit répondre qu'il était on ne peut plus reconnaissant de ses bontés et qu'il se rendait à ses ordres. Mais il n'osa lui écrire de peur de ne pouvoir, à des yeux aussi exercés que ceux de Milady, déguiser suffisamment son écriture. À 9 heures sonnant, d'Artagnan était place royale. Il était évident que les domestiques qui attendaient dans l'antichambre étaient prévenus, car aussitôt que d'Artagnan parut, avant même qu'il eût demandé si Milady était visible, un d'eux courut l'annoncer. Faites entrer, dit Milady d'une voix brève, mais si perçante que d'Artagnan l'entendit de l'antichambre. On l'introduisit. Je n'y suis pour personne, dit Milady. Entendez-vous, pour personne. Le laquais sortit. D'Artagnan jeta un regard curieux sur Milady. Elle était pâle et avait les yeux fatigués, soit par les larmes, soit par l'insomnie. On avait avec intention diminué le nombre habituel des lumières, et cependant la jeune femme ne pouvait arriver à cacher les traces de la fièvre qui l'avait dévorée depuis 2 jours. D'Artagnan s'approcha d'elle avec sa galanterie ordinaire. Elle fit alors un effort suprême pour le recevoir, mais jamais physionomie plus bouleversée ne démentit sourire plus aimable. Aux questions que d'Artagnan lui fit sur sa santé, mauvaise, répondit-elle, très mauvaise. Mais alors, dit d'Artagnan, je suis indiscret. Vous avez besoin de repos sans doute, et je vais me retirer. Non pas, dit Milady. Au contraire, restez, monsieur d'Artagnan. Votre aimable compagnie me distraira. Oh, oh, pensa d'Artagnan. Elle n'a jamais été si charmante. Défions-nous. Milady prit l'air le plus affectueux qu'elle put prendre.
et donna tout l'éclat possible à sa conversation. En même temps, cette fièvre qui l'avait abandonné un instant revenait rendre l'éclat à ses yeux, le coloris à ses joues, le carmin à ses lèvres. D'Artagnan retrouva la Circé qui l'avait déjà enveloppé de ses enchantements. Son amour, qu'il croyait éteint et qui n'était qu'assoupi, se réveilla dans son cœur. Milady souriait, et d'Artagnan sentait qu'il se damnerait pour ce sourire. Il y eut un moment où il sentit quelque chose comme un remords de ce qu'il avait fait contre elle. Peu à peu, Milady devint plus communicative. Elle demanda à d'Artagnan s'il avait une maîtresse. Hélas, dit d'Artagnan, de l'air le plus sentimental qu'il put prendre, pouvez-vous être assez cruel pour me faire une pareille question, à moi qui, depuis que je vous ai vu, ne respire et ne soupire que par vous et pour vous? Milady sourit d'un étrange sourire. Ainsi vous m'aimez, dit-elle. Ai-je besoin de vous le dire, et ne vous en êtes-vous point aperçu? Si fait, mais vous le savez, plus les cœurs sont fiers, plus ils sont difficiles à prendre. Oh, les difficultés ne m'effraient pas, dit d'Artagnan. Il n'y a que les impossibilités qui m'épouvantent. Rien n'est impossible, dit Milady, à un véritable amour. Rien, madame? Rien, reprit Milady. Diable, reprit d'Artagnan à part lui, la note est changée. Deviendrait-elle amoureuse de moi par hasard, la capricieuse, et serait-elle disposée à me donner à moi-même quelque autre saphir pareil à celui qu'elle m'a donné, me prenant pour de Wardes? D'Artagnan rapprocha vivement son siège de celui de Milady. Voyons, dit-elle, que feriez-vous bien pour prouver cet amour dont vous parlez? Tout ce qu'on exigerait de moi, qu'on ordonne, et je suis prêt. À tout? À tout, s'écria d'Artagnan, qui savait d'avance qu'il n'avait pas grand-chose à risquer en s'engageant ainsi. Eh bien, causons un peu, dit à son tour Milady, en rapprochant son fauteuil de la chaise de d'Artagnan. Je vous écoute, madame, dit celui-ci. Milady resta un instant soucieuse et comme indécise. Puis, paraissant prendre une résolution, j'ai un ennemi, dit-elle. Vous, madame, s'écria d'Artagnan, jouant la surprise. Est-ce possible, mon Dieu, belle et bonne comme vous l'êtes? Un ennemi mortel. En vérité? Un ennemi qui m'a insulté si cruellement que c'est entre lui et moi une guerre à mort. Puis-je compter sur vous comme auxiliaire? D'Artagnan comprit sur-le-champ où la vindicative créature en voulait venir. Vous le pouvez, madame, dit-il avec emphase. Mon bras et ma vie vous appartiennent comme mon cœur. Alors, dit Milady, puisque vous êtes aussi généreux qu'amoureux. Elle s'arrêta. Eh bien, demanda d'Artagnan. Eh bien, reprit Milady après un moment de silence. Cessez dès aujourd'hui de parler d'impossibilité. Ne m'accablez pas de bonheur, s'écria d'Artagnan en se précipitant à genoux et en couvrant de baisers les mains qu'on lui abandonnait. Venge-moi de cet infâme de Wardes, se disait Milady entre ses dents, et je saurai bien me débarrasser de toi ensuite, double sot, lame d'épée vivante. Tombe volontairement entre mes mains après m'avoir raillé si effrontément, hypocrite et dangereuse femme, disait d'Artagnan à part lui. Et ensuite je rirai de toi avec celui que tu veux tuer par ma main. D'Artagnan releva la tête. Je suis prêt, dit-il. Vous m'avez donc comprise, cher monsieur d'Artagnan, dit Milady. Je devinerai un de vos regards. Ainsi, vous emploieriez pour moi votre bras qui s'est déjà acquis tant de renommée? À l'instant même. Mais moi, dit Milady, comment paierais-je un pareil service? Je connais les amoureux, ce sont des gens qui ne font rien pour rien. Vous savez la seule réponse que je désire, dit d'Artagnan, la seule qui soit digne de vous et moi. Et il l'attira doucement vers lui. Elle résista à peine. Intéressé,
dit-elle en souriant. Ah, s'écria d'Artagnan, véritablement emporté par la passion que cette femme avait le don d'allumer dans son cœur. Ah, c'est que mon bonheur me paraît invraisemblable, et qu'ayant toujours peur de le voir s'envoler comme un rêve, j'ai hâte d'en faire une réalité. Eh bien, méritez donc ce prétendu bonheur. Je suis à vos ordres, dit d'Artagnan. Bien sûr, fit Milady avec un dernier doute. Nommez-moi l'infâme qui a pu faire pleurer vos beaux yeux. Qui vous dit que j'ai pleuré? Dit-elle. Il me semblait. Les femmes comme moi ne pleurent pas, dit Milady. Tant mieux. Voyons, dites-moi comment il s'appelle. Songez que son nom, c'est tout mon secret. Il faut cependant que je sache son nom. Oui, il le faut. Voyez si j'ai confiance en vous. Vous me comblez de joie. Comment s'appelle-t-il? Vous le connaissez. Vraiment? Oui. Ce n'est pas un de mes amis? Reprit d'Artagnan, en jouant l'hésitation pour faire croire à son ignorance. Si c'était un de vos amis, vous hésiteriez donc? S'écria Milady, et un éclair de menace passa dans ses yeux. Non, fût-ce mon frère, s'écria d'Artagnan, comme emporté par l'enthousiasme. Notre Gascon s'avançait sans risque, car il savait où il allait. J'aime votre dévouement, dit Milady. Hélas, n'aimez-vous que cela en moi? Demanda d'Artagnan. Je vous aime aussi, vous, dit-elle en lui prenant la main. Et l'ardente pression fit frissonner d'Artagnan, comme si, par le toucher, cette fièvre qui brûlait Milady le gagnait lui-même. Vous m'aimez, vous? S'écria-t-il. Oh, si cela était, ce serait à en perdre la raison. Et il l'enveloppa de ses deux bras. Elle n'essaya point d'écarter ses lèvres de son baiser. Seulement, elle ne le lui rendit pas. Ses lèvres étaient froides. Il sembla à d'Artagnan qu'il venait d'embrasser une statue. Il n'en était pas moins ivre de joie, électrisé d'amour. Il croyait presque à la tendresse de Milady, et il croyait presque au crime de De Wardes. Si De Wardes eût été en ce moment sous sa main, il l'eût tué. Milady saisit l'occasion. Il s'appelle, dit-elle à son tour. De Wardes, je le sais, s'écria d'Artagnan. Et comment le savez-vous? Demanda Milady en lui saisissant les deux mains et en essayant de lire par ses yeux jusqu'au fond de son âme. D'Artagnan sentit qu'il s'était laissé emporter et qu'il avait fait une faute. Dites, dites, mais dites donc, répétait Milady. Comment le savez-vous? Comment je le sais? dit d'Artagnan. Oui, je le sais, parce que hier De Wardes, dans un salon où j'étais, a montré une bague qu'il a dit tenir de vous. Le misérable! S'écria Milady. L'épithète, comme on le comprend bien, retentit jusqu'au fond du cœur de d'Artagnan. Eh bien, continua-t-elle. Eh bien, je vous vengerai de ce misérable, reprit d'Artagnan, en se donnant des airs de don Japhet d'Arménie. Merci, mon brave ami, s'écria Milady. Et quand serai-je vengée? Demain, tout de suite, quand vous voudrez. Milady allait s'écrier tout de suite, mais elle réfléchit qu'une pareille précipitation serait peu gracieuse pour d'Artagnan. D'ailleurs, elle avait mille précautions à prendre, mille conseils à donner à son défenseur pour qu'il évitât les explications devant témoins avec le comte. Tout cela se trouva prévu par un mot de d'Artagnan. Demain, dit-il, vous serez vengé ou je serai mort. Non, dit-elle, vous me vengerez, mais vous ne mourrez pas. C'est un lâche. Avec les femmes peut-être, pas avec les hommes. J'en sais quelque chose, moi. Mais il me semble que dans votre lutte avec lui, vous n'aviez pas eu à vous plaindre de la fortune. La fortune est une courtisane. Favorable hier, elle peut me tourner le dos demain. Ce qui veut dire que vous hésitez maintenant. Non, je n'hésite pas, Dieu m'en garde. Mais serait-il juste de me laisser aller à une mort possible
sans m'avoir donné au moins un peu plus que de l'espoir? Milady répondit par un coup d'œil qui voulait dire: N'est-ce que cela? Parlez donc. Puis, accompagnant le coup d'œil de paroles explicatives: C'est trop juste, dit-elle tendrement. Oh, vous êtes un ange, dit le jeune homme. Ainsi, tout est convenu, dit-elle. Sauf ce que je vous demande, chère âme. Mais lorsque je vous dis que vous pouvez vous fier à ma tendresse, je n'ai pas de lendemain pour attendre. Silence, j'entends mon frère. Il est inutile qu'il vous trouve ici. Elle sonna, Ketty parut. Sortez par cette porte, dit-elle en poussant une petite porte dérobée, et revenez à 11 heures. Nous achèverons cet entretien. Ketty vous introduira chez moi. La pauvre enfant pensa tomber à la renverse en entendant ces paroles. Eh bien, que faites-vous, mademoiselle? À demeurer là immobile comme une statue. Allons, reconduisez le cavalier. Et ce soir à 11 heures, vous avez entendu. Il paraît que ces rendez-vous sont à 11 heures, pensa d'Artagnan. C'est une habitude prise. Milady lui tendit une main qu'il baisa tendrement. Voyons, dit-il, en se retirant et en répondant à peine aux reproches de Ketty. Voyons, ne soyons pas un sot. Décidément, cette femme est une grande scélérate. Prenons garde. Fin du chapitre 36. Chapitre 37 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 37. Le secret de Milady. D'Artagnan était sorti de l'hôtel au lieu de monter tout de suite chez Ketty, malgré les instances que lui avait faites la jeune fille, et cela pour deux raisons. La première, parce que de cette façon il évitait les reproches, les récriminations, les prières. La seconde, parce qu'il n'était pas fâché de lire un peu dans sa pensée, et s'il était possible, dans celle de cette femme. Tout ce qu'il y avait de plus clair là-dedans, c'est que d'Artagnan aimait Milady comme un fou, et qu'elle ne l'aimait pas le moins du monde. Un instant, d'Artagnan comprit que ce qu'il aurait mieux à faire serait de rentrer chez lui et d'écrire à Milady une longue lettre dans laquelle il lui avouerait que lui et de Wardes étaient jusqu'à présent absolument le même, et que par conséquent il ne pouvait s'engager, sous peine de suicide, à tuer de Wardes. Mais lui aussi était éperonné d'un féroce désir de vengeance. Il voulait posséder à son tour cette femme sous son propre nom, et comme cette vengeance lui paraissait avoir une certaine douceur, il ne voulait point y renoncer. Il fit 5 ou 6 fois le tour de la place royale, se retournant de 10 pas en 10 pas pour regarder la lumière de l'appartement de Milady, qu'on apercevait à travers les jalousies. Il était évident que cette fois la jeune femme était moins pressée que la première de rentrer dans sa chambre. Enfin, la lumière disparut. Avec cette lueur s'éteignit la dernière irrésolution dans le cœur de d'Artagnan. Il se rappela les détails de la première nuit, et le cœur bondissant, la tête en feu, il rentra dans l'hôtel et se précipita dans la chambre de Ketty. La jeune fille, pâle comme la mort, tremblant de tous ses membres, voulut arrêter son amant, mais Milady, l'oreille au guet, avait entendu le bruit qu'avait fait d'Artagnan. Elle ouvrit la porte. Venez, dit-elle. Tout cela était d'une si incroyable impudence, d'une si monstrueuse effronterie, qu'à peine si d'Artagnan pouvait croire à ce qu'il voyait et à ce qu'il entendait. Il croyait être entraîné dans quelqu'une de ces intrigues fantastiques comme on en accomplit en rêve. Il ne s'élança pas moins vers Milady, cédant à cette attraction magnétique que l'aimant exerce sur le fer. La porte se referma derrière eux. Ketty s'élança à son tour contre la porte. La jalousie, la fureur
l'orgueil offensé, toutes les passions enfin qui se disputent le cœur d'une femme amoureuse la poussaient à une révélation. Mais elle était perdue si elle avouait avoir donné les mains à une pareille machination, et par-dessus tout, D'Artagnan était perdu pour elle. Cette dernière pensée d'amour lui conseilla encore ce dernier sacrifice. D'Artagnan, de son côté, était arrivé au comble de tous ses vœux. Ce n'était plus un rival qu'on aimait en lui, c'était lui-même qu'on avait l'air d'aimer. Une voix secrète lui disait bien au fond du cœur qu'il n'était qu'un instrument de vengeance que l'on caressait en attendant qu'il donnât la mort. Mais l'orgueil, mais l'amour-propre, mais la folie faisaient taire cette voix, étouffaient ce murmure. Puis notre Gascon, avec la dose de confiance que nous lui connaissons, se comparait à De Wardes et se demandait pourquoi, au bout du compte, on ne l'aimerait pas, lui aussi, pour lui-même. Il s'abandonna donc tout entier aux sensations du moment. Milady ne fut plus pour lui cette femme aux intentions fatales qui l'avait un instant épouvanté. Ce fut une maîtresse ardente et passionnée, s'abandonnant tout entière à un amour qu'elle semblait éprouver elle-même. 2 heures à peu près s'écoulèrent ainsi. Cependant, les transports des deux amants se calmèrent. Milady, qui n'avait point les mêmes motifs que D'Artagnan pour oublier, revint la première à la réalité et demanda au jeune homme si les mesures qui devaient amener le lendemain entre lui et De Wardes une rencontre étaient bien arrêtées d'avance dans son esprit. Mais D'Artagnan, dont les idées avaient pris un tout autre cours, s'oublia comme un sot et répondit galamment qu'il était bien tard pour s'occuper de duels à coups d'épée. Cette froideur pour les seuls intérêts qui l'occupassent effraya Milady, dont les questions devinrent plus pressantes. Alors D'Artagnan, qui n'avait jamais sérieusement pensé à ce duel impossible, voulut détourner la conversation, mais il n'était plus de force. Milady le contint dans les limites qu'elle avait tracées d'avance, avec son esprit irrésistible et sa volonté de fer. D'Artagnan se crut fort spirituel en conseillant à Milady de renoncer, en pardonnant à De Wardes, au projet furieux qu'elle avait formé. Mais au premier mot qu'il dit, la jeune femme tressaillit et s'éloigna. Auriez-vous peur, cher D'Artagnan dit-elle d'une voix aiguë et railleuse, qui résonna étrangement dans l'obscurité. Vous ne le pensez pas, chère âme, répondit D'Artagnan. Mais enfin, si ce pauvre comte de Wardes était moins coupable que vous ne le pensez. En tout cas, dit gravement Milady, il m'a trompée, et du moment où il m'a trompée, il a mérité la mort. Il mourra donc, puisque vous le condamnez, dit D'Artagnan d'un ton si ferme qu'il parut à Milady l'expression d'un dévouement à toute épreuve. Aussitôt, elle se rapprocha de lui. Nous ne pourrions dire le temps que dura la nuit pour Milady, mais D'Artagnan croyait être près d'elle depuis 2 heures à peine lorsque le jour parut aux fentes des jalousies et bientôt envahit la chambre de sa lueur blafarde. Alors Milady, voyant que D'Artagnan allait la quitter, lui rappela la promesse qu'il lui avait faite de la venger de Wardes. Je suis tout prêt, dit D'Artagnan, mais auparavant je voudrais être certain d'une chose. De laquelle demanda Milady. C'est que vous m'aimez. Je vous en ai donné la preuve, ce me semble. Oui, aussi je suis à vous corps et âme. Merci, mon brave amant, mais de même que je vous ai prouvé mon amour, vous me prouverez le vôtre à votre tour, n'est-ce pas? Certainement, mais si vous m'aimez comme vous le dites, reprit D'Artagnan, ne craignez-vous pas un peu pour moi? Que puis-je craindre? Mais enfin, que je sois blessé dangereusement, tué même. Impossible, dit Milady. Vous êtes un homme si vaillant et une si fine épée. Vous ne préféreriez donc point, reprit D'Artagnan, un moyen qui vous vengerait de même, tout en rendant inutile le combat? Milady regarda son amant en silence. Cette lueur blafarde des premiers rayons du jour donnait à ses yeux clairs une expression étrangement funeste.
Vraiment, dit-elle. Je crois que voilà que vous hésitez maintenant. Non, je n'hésite pas. Mais c'est que ce pauvre comte de Wardes me fait vraiment peine depuis que vous ne l'aimez plus. Et il me semble qu'un homme doit être si cruellement puni par la perte seule de votre amour qu'il n'a pas besoin d'autre châtiment. Qui vous dit que je l'ai aimé demanda Milady. Au moins puis-je croire maintenant sans trop de fatuité que vous en aimez un autre, dit le jeune homme d'un ton caressant. Je vous le répète, je m'intéresse au comte. Vous demanda Milady. Oui, moi. Et pourquoi vous? Parce que seul je sais. Quoi? Qu'il est loin d'être, ou plutôt d'avoir été, aussi coupable envers vous qu'il le paraît. En vérité, dit Milady d'un air inquiet. Expliquez-vous, je ne sais vraiment ce que vous voulez dire. Et elle regardait D'Artagnan, qui la tenait embrassée, avec des yeux qui semblaient s'enflammer peu à peu. Oui, je suis galant homme, moi, dit D'Artagnan, décidé à en finir. Et depuis que votre amour est à moi, que je suis bien sûr de le posséder, car je le possède, n'est-ce pas? Tout entier, continuez. Eh bien, je me sens comme transporté. Un aveu me pèse. Un aveu. Si j'eusse douté de votre amour, je ne l'eusse pas fait. Mais vous m'aimez, ma belle maîtresse, n'est-ce pas? Vous m'aimez? Sans doute. Alors si, par excès d'amour, je me suis rendu coupable envers vous, vous me pardonnerez? Peut-être. D'Artagnan essaya, avec le plus doux sourire qu'il put prendre, de rapprocher ses lèvres des lèvres de Milady, mais celle-ci l'écarta. Cet aveu, dit-elle en pâlissant. Quel est cet aveu? Vous aviez donné rendez-vous à De Wardes jeudi dernier, dans cette même chambre, n'est-ce pas? Moi, non, cela n'est pas, dit Milady, d'un ton de voix si ferme et d'un visage si impassible, que si D'Artagnan n'eût pas eu une certitude si parfaite, il eût douté. Ne mentez pas, mon bel ange, dit D'Artagnan en souriant. Ce serait inutile. Comment cela? Parlez donc. Vous me faites mourir. Oh, rassurez-vous, vous n'êtes point coupable envers moi, et je vous ai déjà pardonné. Après, après. De Wardes ne peut se glorifier de rien. Pourquoi? Vous m'avez dit vous-même que cette bague... Cette bague, mon amour, c'est moi qui l'ai. Le duc de Wardes de jeudi et le D'Artagnan d'aujourd'hui sont la même personne. L'impudent s'attendait à une surprise mêlée de pudeur, à un petit orage qui se résoudrait en larmes. Mais il se trompait étrangement, et son erreur ne fut pas longue. Pâle et terrible, Milady se redressa, et repoussant D'Artagnan d'un violent coup dans la poitrine, elle s'élança hors du lit. Il faisait alors presque grand jour. D'Artagnan la retint par son peignoir de fine toile des Indes pour implorer son pardon. Mais elle, d'un mouvement puissant et résolu, elle essaya de fuir. Alors, la batiste se déchira en laissant nues les épaules, et sur l'une de ces belles épaules rondes et blanches, D'Artagnan, avec un saisissement inexprimable, reconnut la fleur de lys, cette marque indélébile qu'imprime la main infamante du bourreau. Grand Dieu! S'écria D'Artagnan en lâchant le peignoir. Et il demeura muet, immobile et glacé sur le lit. Mais Milady se sentait dénoncée par l'effroi même de D'Artagnan. Sans doute il avait tout vu. Le jeune homme maintenant savait son secret terrible que tout le monde ignorait excepté lui. Elle se retourna, non plus comme une femme furieuse, mais comme une panthère blessée. Ah, misérable, dit-elle, tu m'as lâchement trahi, et de plus tu as mon secret, tu mourras. Et elle courut à un coffret de marqueterie posé sur la toilette, l'ouvrit d'une main fiévreuse et tremblante, en tira un petit poignard à manche d'or, à la lame aiguë et mince, et revint d'un bond sur D'Artagnan à demi nu. Quoique le jeune homme fût brave, on le sait, il fut épouvanté de cette figure bouleversée, de ses pupilles dilatées horriblement, de ses joues pâles et de ses lèvres sanglantes. Il recula jusqu'à la ruelle,
comme il l'eût fait à l'approche d'un serpent qui eût rampé vers lui, et son épée se rencontrant sous sa main souillée de sueur, il la tira du fourreau. Mais sans s'inquiéter de l'épée, milady essaya de remonter sur le lit pour le frapper, et elle ne s'arrêta que lorsqu'elle sentit la pointe aiguë sur sa gorge. Alors elle essaya de saisir cette épée avec ses mains, mais d'Artagnan l'écarta toujours de ses étreintes, et, la lui présentant tantôt aux yeux, tantôt à la poitrine, il se laissa glisser à bas du lit, cherchant pour faire retraite la porte qui conduisait chez Ketty. Milady, pendant ce temps, se ruait sur lui avec d'horribles transports, rugissant d'une façon formidable. Cependant, cela ressemblait à un duel. Aussi, d'Artagnan se remettait petit à petit. Bien, belle dame, bien, disait-il, mais de par Dieu, calmez-vous, ou je vous dessine une seconde fleur de lys sur ces belles joues. Infâme, infâme, hurlait Milady. Mais d'Artagnan, cherchant toujours la porte, se tenait sur la défensive. Au bruit qu'il faisait, elle, renversant les meubles pour aller à lui, s'abritant derrière les meubles pour se garantir d'elle, Ketty ouvrit la porte. D'Artagnan, qui avait sans cesse manœuvré pour se rapprocher de cette porte, n'en était plus qu'à 3 pas. D'un seul élan, il s'élança de la chambre de Milady dans celle de la suivante, et rapide comme l'éclair, il referma la porte, contre laquelle il s'appuya de tout son poids, tandis que Ketty poussait les verrous. Alors Milady essaya de renverser l'arc-boutant qui l'enfermait dans sa chambre, avec des forces bien au-dessus de celles d'une femme. Puis, lorsqu'elle sentit que c'était chose impossible, elle cribla la porte de coups de poignard, dont quelques-uns traversèrent l'épaisseur du bois. Chaque coup était accompagné d'une imprécation terrible. Vite, vite, Ketty, dit d'Artagnan à demi-voix lorsque les verrous furent mis. Fais-moi sortir de l'hôtel, ou si nous lui laissons le temps de se retourner, elle me fera tuer par les laquais. Mais vous ne pouvez pas sortir ainsi, dit Ketty. Vous êtes tout nu. C'est vrai, dit d'Artagnan, qui s'aperçut alors seulement du costume dans lequel il se trouvait. C'est vrai. Habille-moi comme tu pourras, mais hâtons-nous. Comprends-tu? Il y a de la vie ou de la mort. Ketty ne comprenait que trop. En un tour de main, elle l'affubla d'une robe à fleurs, d'une large coiffe et d'un mantelet. Elle lui donna des pantoufles, dans lesquelles il passa ses pieds nus, puis elle l'entraîna par les degrés. Il était temps. Milady avait déjà sonné et réveillé tout l'hôtel. Le portier tira le cordon à la voix de Ketty, au moment même où Milady, à demi nue de son côté, criait par la fenêtre « N'ouvrez pas !» Fin du chapitre 37.